Et donc ce soir, nous accueillons Nicolas Prantzos. Il est directeur de recherche au CNRS, à l'Institut d'astrophysique de Paris. Outre sa carrière professionnelle, où il a notamment étudié l'astrophysique théorique et la nucléosynthèse, sous la direction de Hubert Reeves, si je ne m'abuse, il a également une activité de vulgarisateur importante. Il a notamment écrit, avec Hubert Reeves notamment et d'autres auteurs, le livre « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» ainsi que « Voyage dans le futur », qui ont tous les deux reçu des prix, dont notamment le prix de la Société internationale d'astronautique en 2000 pour « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Il intervient ce soir en remplacement de Suzy Collinson, qui aurait normalement dû nous donner cette conférence, mais qui n'a malheureusement pas pu venir pour des raisons médicales. Je lui suis très reconnaissant d'avoir accepté un peu la dernière minute de nous permettre de maintenir l'événement. Et donc ce soir, nous allons parler de la vie dans l'univers. Sommes-nous seuls sur notre petite planète bleue, où l'univers regorge-t-il de vie ? Si une vie extraterrestre il y a, quelle forme pourrait-elle avoir ? Et surtout, pourrions-nous entrer en contact avec elle, ou à minima la détecter ? Que sait-on aujourd'hui de la possibilité de cette vie que nous cherchons encore dans cet océan de vide qui nous entoure ? Le docteur Prantzos va nous présenter sa conférence pendant environ 1h15, et à l'issue de laquelle nous aurons une séance de questions. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et la présentation. Je suis ravi de pouvoir rendre service. Surtout, je suis un peu inquiet pour ma collègue et amie Suzy Collin. J'espère qu'elle n'a rien de grave et qu'elle va se rétablir rapidement. Alors, le sujet de ce soir, comme ça vient d'être annoncé, concerne une des plus anciennes interrogations de l'humanité. Je pense que durant votre vie, chacun d'entre nous, au moins un instant dans sa vie, se posait cette question. En regardant autour de nous, dans cet univers, le ciel étoilé, est-ce qu'il y a d'autres formes de vie là-haut, et notamment des formes de vie un peu avancées, intelligentes, avec lesquelles on pourrait éventuellement communiquer ? Bon, l'existence des virus, des microbes, etc., c'est tout aussi passionnant pour les spécialistes, mais probablement pas pour la plupart d'entre nous. Alors, je vous donne tout de suite la réponse. On ne la connaît pas. Et je ne sais pas quand on va la connaître. Peut-être ça va prendre beaucoup de temps encore. Avant de commencer, je vais faire un petit sondage. Rien à voir avec le présidentiel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des formes de vie avancées ? Je dis bien avancées, pas de formes de vie, genre coronavirus. Dans notre galaxie, par exemple, pour commencer. Parce que l'univers est vaste et s'il est infini, si vous prenez une probabilité aussi petite soit-elle et vous la multipliez par l'infini, ça va faire infini. Donc on ne parle pas de l'univers en général, on parle de vastes systèmes dans lesquels nous nous trouvons, qui est notre galaxie, qui a 100 milliards d'étoiles. Est-ce que vous pensez qu'il y a des formes de vie avancées, autant que nous, même plus que nous, ou pas ? N'avez pas peur de lever la main ou pas, et je vous assure, personne ne connaît la réponse. Hein. Je vais juste voir les croyances de chacun. Alors là, par les mains que je vois, je dois dire que c'est plutôt une minorité. Moi, à vue de... c'est 30-35%, c'est peut-être un tiers. Oui, d'accord. Non, c'est juste à titre indicatif, il n'y a rien de plus que ça. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de voir un peu... il est toujours utile de commencer par les débuts quand même, quand on aborde un sujet, de voir comment les idées ont évolué. Certes, il n'est pas toujours facile de remonter au passé très lointain. D'habitude, on s'arrête aux penseurs de l'Antiquité grecque. On va commencer par ça, et on va rapidement voir... ça nous aide un petit peu à voir comment les gens, à chaque époque, voyaient les choses. Parce que les idées évoluent, la conception qu'on a du monde qui nous entoure évolue au fur et à mesure de nouvelles connaissances, de nouvelles technologies qui nous permettent de voir plus loin, mieux, etc. Et c'est parfois intéressant de voir les époques, les réponses qu'on donnait à chaque époque. Alors, dans notre cas,
on va commencer par l'Antiquité grecque. D'habitude, on remonte jusque-là. Et là, vous voyez ces messieurs, Métrodore de Chios était un disciple d'Épicure, de l'école des atomistes, qui a écrit qu'il est aussi absurde de concevoir un champ de blé avec une seule tige qu'un monde unique dans ce vaste univers. Les atomistes pensaient que l'univers est infini. Il y a une infinité de mondes, en fait, dans cet univers. Et c'est pour ça qu'ils croyaient qu'il devait y avoir certainement d'autres mondes ailleurs. Et pourtant, cette réflexion-là n'était pas du goût des deux plus grands penseurs de l'Antiquité grecque, Platon et Aristote. Pour eux et pour beaucoup d'autres, il existe un seul monde habité, et ça, c'était la conséquence du système héliocentrique qui s'était imposé, notamment par Aristote, qui était systématisé, mathématisé par l'astronome de l'Antiquité Claude Ptolémée, selon lequel la Terre se trouve vers et puis tout le reste, les autres planètes, le Soleil, etc., tournent autour. Et dans la physique d'Aristote, c'est ça qui est important, parce qu'il y avait plein d'étoiles, effectivement, dans le ciel. Mais il y avait deux mondes, en fait, physiques. L'un qui était proche de la Terre, en dessous de l'orbite de la Lune, qui était censé être composé de 4 éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre, et de leur combinaison. C'était un monde soumis au changement. Il y avait des modifications, des changements là, et c'était le monde des êtres vivants. En revanche, tout ce qui était en dehors, au-delà de l'orbite de la Lune, était censé être composé d'une autre substance qu'on appelait l'éther. Une substance éternelle, inaltérable, il n'y avait pas et parfaite. Il n'y avait pas de modification là-haut. Par conséquent, il était impossible d'imaginer que là-haut, il y avait des êtres vivants, des changements de la vie comme ici-bas. Alors, le système d'Aristote, qui était adapté aussi par l'Église catholique pendant de très longs siècles, au Moyen-Âge, a été aussi enrichi par des arguments théologiques. Les théologiens du Moyen-Âge ont rajouté, par exemple, Saint Augustin, il pensait que la mort et la résurrection du Christ sont des faits uniques dans l'histoire. Et cette unicité signifie qu'il ne peut pas y avoir d'autres mondes habités, parce que Christ n'aurait pas pu aller ailleurs aussi et être ressuscité. C'est un argument qui vaut ce que ça vaut. Et pourtant, Albert le Grand se posait la question, si Dieu est tout-puissant, pourquoi il n'aurait pas fait d'autres mondes habités? Qu'est-ce qui l'a empêché? Autre grande question, est-ce qu'on peut la répondre? Aujourd'hui, non, mais à l'époque, son disciple, saint Thomas d'Aquin, il a essayé de répondre par réduction à l'absurde. Vous savez ce que c'est la réduction à l'absurde? On prend une hypothèse, on prend le contraire, et on essaye de montrer que rien ne tient, donc on arrive là où on veut. Si Dieu avait créé d'autres mondes, il les aurait fait comment? Il y a une possibilité, tous pareils. Et la deuxième possibilité, différent, les uns par rapport aux autres. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Alors, s'ils étaient tous pareils, c'est incompatible avec l'économie de la sagesse divine. Oui. Pourquoi on ferait plusieurs fois la même chose? Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas très économe. Alors, s'ils étaient tous différents, ça voudrait dire qu'il y aurait quelques-uns qui seraient meilleurs que d'autres. Et ça, c'est incompatible avec la perfection divine. Parce que Dieu ne peut faire que des choses parfaites. Donc, puisque les deux hypothèses ne marchent pas, il n'y a qu'une seule possibilité, qu'il a créé un seul monde, le nôtre. Voilà la preuve. Bon, ces arguments peut-être font sourire aujourd'hui, mais à l'époque, on ne plaisantait pas avec ça. Et Giordano Bruno, qui était un penseur de la fin du XVe siècle, il est monté au bûcher, il est tombé sur l'Inquisition, il n'a pas eu de la chance, parce qu'il a osé affirmer qu'il y a une infinité de mondes habités dans l'univers. Et il s'est fait brûler. Mais c'était une époque dure, hein, effectivement. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on pense sans avoir peur. Alors, mais c'était le dernier quand même. La Renaissance arrivait et Copernic, en Pologne, a développé son système héliocentrique. Notez qu'il l'a publié après sa mort. Il n'osait pas encore, hein, c'était limite.
Selon laquelle la Terre n'est pas au centre du monde, c'est le Soleil. Et ça a été confirmé par des observations d'autres astronomes comme Kepler. Et depuis, on appelle principe de Copernic ou encore principe de médiocrité, le principe qui dit que notre position dans l'univers n'a rien d'exceptionnel. Avec Aristote et le système géocentrique, c'était la Terre qui avait une position vraiment exceptionnelle, le centre de l'univers. Le principe copernicien dit que nous, on n'a rien de spécial, au moins dans l'espace et dans le temps. Notre position dans l'univers n'a rien d'exceptionnel. Alors, c'était l'époque où la physique avançait à grands pas, grâce aux expériences de Galilée, les observations de Kepler, et surtout la mathématisation de la nouvelle physique par Newton, c'est-à-dire essentiellement la théorie de la gravité. On a compris que les lois physiques sont les mêmes partout. Non seulement notre position n'a rien de spécial, mais aussi les lois physiques sont les mêmes partout. Les mêmes choses qui se passent ici-bas, sur Terre, arrivent aussi là-haut. Et c'est grâce à la physique de Newton qu'on a pu comprendre que c'est pour la même cause que la pomme tombe vers la Terre et que la Lune tourne autour de la Terre. C'est deux phénomènes qui a priori semblent très différents et pourtant, dans les deux cas, c'est la gravité qui opère. Et donc, existe la physique d'Aristote qui disait que les choses là-haut, c'est très différent de ce qu'il y a là-bas. Donc, on pourrait maintenant extrapoler, et depuis, ça s'est confirmé maintes fois. Les lois de physique qu'on applique aujourd'hui pour explorer un univers lointain au fin fond de l'univers sont exactement les mêmes que celles qu'on a testées au laboratoire. C'est les mêmes théories qui s'appliquent ici-bas sur Terre. Et on pourrait extrapoler ce genre de raisonnement pour dire que, oui, puisque tout ce qui se passe ici-bas peut aussi arriver là-haut, c'est les mêmes lois, il est tout à fait naturel de concevoir des formes de vie, des planètes avec de la vie, peut-être pourquoi pas comme celle qui existe ici autour de nous, des êtres vivants, peut-être un peu différents, tout comme il y a des animaux à l'équateur qui n'existent pas près des pôles. Bon, on pourrait concevoir des êtres un peu différents, mais quand même, il devait y avoir beaucoup d'êtres là-haut. Et pourtant, il faut bien réfléchir quand même avant d'avancer cette conclusion, pour deux raisons. D'abord, il ne suffit pas d'avoir les mêmes lois quelque part pour s'imaginer que les mêmes choses ou des choses comparables vont se produire. Ça dépend aussi des conditions dans lesquelles ces lois opèrent. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Et puis deuxièmement, parce que quand on parle de la vie, ce n'est pas tout à fait la même chose que la physique, c'est de la biologie. Et est-ce que les lois qui ont régi le développement de la vie sur Terre, la biologie, ensuite la sociologie qui nous a conduit jusqu'au développement de la communauté et de l'espèce humaine, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont les mêmes partout? Là, on n'en sait rien. Autant pour les lois physiques, on a des preuves solides. Autant pour les lois biologiques, on ne connaît rien. Donc c'est très difficile de dire comme ça que oui, forcément, il y a des êtres vivants là-haut. Alors, juste un petit mot sur les conditions spéciales que j'avais là. Alors, vous savez, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de planètes extrasolaires. Je vais revenir dans un instant. Mais au milieu, un peu après les milieux du XXe siècle, on ne le savait pas. Et en fait, on ne savait même pas comment notre système solaire a été formé. Et une des théories majeures de l'époque, proposée par l'astronome britannique 117, était que c'était lors du passage du Soleil près d'une autre étoile qu'un lambeau de la matière de l'enveloppe du Soleil ou de l'enveloppe de l'autre étoile a été arraché par l'attraction gravitationnelle. Et ce lambeau de matière s'est morcelé, il a fabriqué à l'intérieur les planètes du système solaire. C'était la théorie des Jeans pour la formation de notre système solaire. Alors, si c'était le cas, si vraiment notre système solaire a été fait comme ça, alors là, on était en face d'un événement extrêmement rare. Les collisions des étoiles. Pour que deux étoiles dans la galaxie, on connaît les distances entre étoiles,
dans la galaxie. On la connaissait à l'époque depuis longtemps. Pour que deux étoiles se rapprochent autant, pour que ce phénomène arrive, la probabilité est infime. Dans ce cas, la formation de notre système solaire, de ces planètes, de la Terre, devrait être infiniment rare. Et donc, on ne devrait pas s'attendre vraiment à avoir d'autres terres, d'autres êtres vivants dans la galaxie. Alors, mais depuis les années 70, on a eu une théorie beaucoup plus avancée du physicien russe Safronov, qui disait que simplement la formation des systèmes planétaires, c'est une conséquence naturelle de la formation d'une étoile. On sait qu'il y a plein d'étoiles dans la galaxie et on a commencé à comprendre comment les étoiles sont formées. On sait qu'ils sont formés par la contraction d'une nébuleuse de gaz et de poussière qui, à cause de sa rotation, prend petit à petit la forme d'un disque. Ce disque est morcelé effectivement à l'intérieur parce qu'il y a des instabilités et la gravité l'emporte localement à certains endroits et c'est localement qu'on forme des planètes finalement. Donc cette théorie permet effectivement d'imaginer que les systèmes planétaires sont très très répandus dans la galaxie et que un système planétaire comme la nôtre n'a rien d'extraordinaire. Et pourtant, à l'époque, on ne les voyait pas, ces exoplanètes, c'était très difficile, comme on verra dans un instant. Alors maintenant, avant d'avancer, j'aimerais vous lire plutôt, je vais vous les lire parce que la plupart d'entre vous, vous êtes assez loin pour le voir, un extrait que je trouve extraordinaire d'un de mes auteurs préférés, qui vous décrit comment, ça c'était écrit avant la théorie de Safronov, parce que même à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui croyaient qu'il y a forcément des civilisations même plus avancées que la nôtre dans l'univers. Mais je vous les lis parce que ça vaut la peine aussi par la manière dont il conçoit les choses, de manière très très littéraire. Alors, pour chaque être vivant, il y a 30 fantômes, car tel est le rapport des morts aux vivants. Depuis l'aube des temps, environ 100 milliards d'êtres humains ont vécu sur cette planète. On est dans les années 60. Effectivement, il y avait 3 milliards d'habitants de la planète Terre. Donc, si vous multipliez par 30, on arrive à 100 milliards. On estime en fait que depuis l'aube de l'humanité, il y a eu environ 100 milliards de personnes qui ont marché sur Terre. Et ce nombre est très intéressant, car, par une curieuse coïncidence, il existe environ 100 milliards d'étoiles dans notre univers local, la Voie lactée. Ainsi, pour chaque homme qui vécut jamais, une étoile brille dans l'espace. Mais chacune de ces étoiles est un soleil, souvent plus lumineux et plus puissant que cette petite étoile proche de nous que nous appelons le Soleil. Et de nombreuses étoiles de la Voie lactée, la plupart sans doute, possèdent des planètes qui tournent autour d'elles. Ça, c'est une affirmation risquée à l'époque. Ainsi, il existe certainement, de par l'univers, assez de monde pour donner à chacun des hommes qui habitèrent la Terre un paradis ou un enfer qui n'appartient qu'à lui. De ces paradis, de ces enfers sont actuellement habités et par quel genre de créatures, il nous est impossible de les deviner. L'étoile la plus proche est encore de millions de fois plus éloignée que Mars ou Vénus, qui, pour les générations à venir, restent des buts difficiles à atteindre. La muraille des distances s'effondre. Un jour, parmi les étoiles, nous rencontrerons nos égaux ou nos maîtres. Ainsi commençait la préface de son célèbre livre 2001, L'Odyssée de l'espace, Arthur Clarke, en 1968. C'est une description assez poétique, effectivement, de la manière dont il croyait dur comme fer qu'il existe des civilisations plus avancées que la nôtre, en fait, comme beaucoup d'autres. Mais effectivement, même s'il n'avait pas à l'époque les éléments qu'il fallait à sa disposition, petit à petit, on a compris que, au moins en partie, il avait raison et ce qu'il disait, comme quoi la plupart, sans doute, possèdent des planètes qui tournent autour d'elles, il avait raison. Alors, depuis le temps de Clarke, c'était les débuts de l'ère spatiale, en fait, les années 60,
Et on a commencé immédiatement à procéder à essayer de chercher des formes de vie dans notre système, système solaire, les planètes les plus proches. Et on a trouvé que dans notre système solaire, il n'existe pas de traces de vie. Déjà, on comprend que pour les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont des géantes gazeuses, ça n'a rien à voir avec la Terre, ce n'est pas du solide, et dans ce gaz qui est complètement hydrogène et hélium, aucune forme de vie qu'on connaît ne peut exister. Alors, ceci est valable aussi pour les deux planètes internes, Mercure et Vénus, qui sont ultra chaudes, des enfers de chaleur, et puis pour Pluto, qui est une planète, c'est plus une planète maintenant en fait, comme vous savez, c'est un petit objet du système solaire, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste simplement Mars. Mars qui cristallise tous nos rêves pour l'instant. C'est notre seul espoir de trouver des formes de vie microscopiques. On y est allé, on y est retourné. Un des derniers rovers qui se trouve à la surface de Mars depuis 1 an maintenant. Il est atterri le 18 février. Pas 2022, excusez-moi, 2021. C'est les Perseverance, le rover des Américains. Et il cherche toujours, comme le précédent, des traces de vie ancienne sur Mars. Il a la capacité d'excaver un peu, de perforer un peu dans la surface de Mars, atteindre le sous-sol pour voir si des formes de vie microscopiques ne sont pas réfugiées là, parce que la surface de Mars, comme il n'y a pas de couche d'ozone, est soumise aux rayons ultraviolets. Ce n'est pas bon pour un organisme vivant. Il ne peut pas y avoir des organismes vivants à la surface de Mars, mais peut-être qu'ils sont réfugiés au sous-sol. Donc, on a aussi des indices comme quoi de l'eau liquide a probablement coulé à la surface de Mars il y a des millions ou des milliards d'années. Et comme l'eau est bonne pour les organismes vivants, on espère que certains de ces micro-organismes se sont réfugiés au sous-sol de Mars. Tout ce qu'on a pour l'instant pour le système solaire, il y a une autre possibilité encore plus lointaine. On pense que le seul autre endroit... Déjà un point... Chaque fois qu'on parle de la vie, on l'associe avec l'eau. L'eau, c'est la clé de la vie sur Terre. C'est la substance qui permet à différentes autres substances de se rencontrer, parce qu'il est liquide, sa forme liquide. Et on ne sait pas, on ne connaît aucune autre substance qui pourra jouer ce rôle. Et le seul autre endroit dans le système solaire où on pense qu'il y a de l'eau sous forme liquide, c'est sous les manteaux glacés des satellites, de gros satellites de Saturne et de Jupiter. Ici, vous voyez une représentation imagée de la surface de Europe. C'est un des gros satellites de Jupiter. Vous voyez Jupiter ici. Et on pense que, on voit qu'il y a une surface glacée, un manteau de glace, mais vous voyez des petits, peut-être là au fond, peut-être vous ne voyez pas, mais il y a des petits geysers qui montent. Et on pense que sous le manteau, il y a un océan d'eau liquide qui est chauffé par la friction et par l'interaction avec Jupiter, et cette eau chaude sort parfois sous forme de geyser. Et peut-être, enfin qui sait, dans ces entrailles de l'Europe, peut-être des micro-organismes qui prennent leur énergie par cette chaleur puissent exister. Et il y a une mission proposée par la NASA pour faire atterrir un petit robot à la surface d'Europe dans les années 30. Tout ça, c'est des projets, je ne sais pas si ça va se réaliser. Alors, maintenant, voilà pour notre système solaire. Mais, le fait qu'on n'a rien trouvé jusqu'ici, manifestement, on ne va pas trouver quelque chose d'excitant dans le futur, ne nous a pas empêché de regarder plus loin. Alors, plus loin, on n'a pas les moyens d'y aller. Est-ce que les autres peuvent nous atteindre? Est-ce qu'on peut, à supposer qu'il existe d'autres, est-ce qu'on peut les atteindre? Est-ce qu'ils peuvent nous atteindre? Et quels seraient les meilleurs moyens pour ça, pour communiquer? Alors, à la fin des années 50, deux physiciens américains, Giuseppe Cocconi et Philip Morrison, ont écrit un célèbre article où ils ont suggéré que le meilleur moyen pour chercher, parce que les extraterrestres, à supposer qu'ils
qui sont d'une forme d'intelligence avancée et qui veulent communiquer avec nous. Peut-être qu'ils ont le même problème que nous. Ils ne peuvent pas vraiment voyager, traverser les espaces interstellaires, mais peut-être qu'ils ont envie de communiquer. Alors, par quel moyen ils penseraient communiquer avec nous? Est-ce qu'ils enverraient des signaux lumineux? Ce n'est pas une excellente idée, comme ils ont montré. Alors, pourquoi? Parce que la lumière visible qu'on voit, effectivement, ça se propage dans la galaxie, on peut voir plein d'étoiles autour de nous. Mais notre galaxie a une forme de disque, on le verra aussi tout à l'heure. Et nous, on se trouve dans le plan du disque. Et dans ce disque, il y a beaucoup de gaz et de poussière. Or, la lumière visible est absorbée par le gaz et les poussières. On ne voit pas beaucoup d'étoiles dans le plan de la Voie lactée. On voit beaucoup d'étoiles, mais surtout perpendiculairement, dans la direction perpendiculaire. Et pourtant, s'il y a des civilisations extraterrestres, la majorité des étoiles se trouvent dans le plan du disque. Et c'est là où il faut les chercher. Mais comment alors? Et ils ont suggéré que les meilleurs moyens, c'est des ondes radio, parce que les ondes radio ne sont pas absorbées par le gaz et les poussières. Dans les ondes radio, on peut regarder très loin dans le plan du disque jusqu'au centre galactique. Et deuxièmement, quand vous envoyez des signaux lumineux, bon, ça n'a pas l'air, mais si vous émettez beaucoup et dans beaucoup de directions et que vous voulez que ça aille très loin, il faut dépenser de l'énergie, beaucoup d'énergie. En revanche, les ondes radio, pour la même information, nécessitent beaucoup moins d'énergie, des milliers de fois moins d'énergie. Donc, pour ces deux raisons, ils ont proposé qu'il faudrait chercher de différentes directions dans les ciels, surtout des signaux radio. Et leur article est terminé par cette célèbre phrase « Il est difficile d'évaluer nos chances de succès, mais si on ne cherche pas, elles seront nulles », ce qui est certainement vrai. Et le premier qui a pris au sérieux l'année suivante cette suggestion, c'était un jeune radioastronome américain, Frank Drake, qui a démarré le projet OSMA. Il a utilisé un radiotélescope au Green Bank dans le Virginie de l'Ouest aux États-Unis et il a passé 150 heures pour scruter deux étoiles proches, à une dizaine d'années-lumière du Soleil, pour voir s'il y avait des signaux radio artificiels qui étaient émis par ces étoiles. Bon, bien sûr, il n'a rien trouvé. Mais ce qu'il a fait, c'est que l'année suivante, il a organisé à Green Bank la première conférence avec ce titre éloquent, « Communication avec intelligence extraterrestre ». À l'époque, ils étaient assez optimistes. Le climat était favorable quand même à ce genre de projet. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'il y en a, ils sont là. Et préparant cette conférence, enfin l'agenda de cette conférence, il a établi ce qui est une des plus célèbres équations en astrophysique, même que ce n'est pas une vraie équation, c'est une formule en fait, mais ça s'appelle l'équation de Drake, qui est censée donner et pouvoir évaluer le nombre de civilisations technologiques qui seraient donc éventuellement capables de communiquer par signaux radio. Simplement parce qu'il voulait évaluer les chances. Quelles sont les chances qu'on a à entreprendre ce genre de recherche? Il faut savoir est-ce qu'on peut réussir, combien il y en a. Et il a établi cette formule que vous la voyez derrière lui, l'écrire, et je vais la remettre ici. Alors, ce n'est pas compliqué, c'est un produit. Vous voyez des signes de multiplication. Il y a 7 termes, là. Ce nombre n, c'est le produit de 7 termes. Donc, le premier, c'est R, c'est combien d'étoiles sont formées par an, disons par unité de temps dans la galaxie. Le deuxième donne la fraction de ces étoiles qui sont susceptibles d'avoir des planètes. À l'époque, on ne savait pas. Le troisième, c'est le nombre de planètes qui sont favorables à l'existence de la vie, des planètes qu'on appelle habitables. Je vous rappelle que dans notre système solaire, il y a plein de planètes, mais il y a une seule qui est habitable, la Terre. Donc il ne suffit pas d'avoir plein de planètes, il faut surtout avoir des planètes
qui ont les bonnes conditions, bonnes conditions. Et puis les choses commencent à devenir plus difficiles parce que les 3 facteurs suivants sont des fractions. C'est la fraction de ces planètes qui sont censées donc avoir les bonnes conditions et où la vie est effectivement parue. Les suivants, c'est la fraction de ces planètes où la vie est parue et où elle a évolué jusqu'au niveau de l'intelligence. Et la 3e fraction, le 3e terme parmi ces 3, c'est la fraction où la vie a évolué jusqu'au niveau technologique qui permet d'arriver, d'établir une communication, de pouvoir envoyer et recevoir des messages radio. Et il existe un dernier terme, tout aussi important, et probablement le plus important de tous, c'est la durée de vie de cette civilisation. Il ne suffit pas d'avoir une civilisation, si au bout de 100 ans elle disparaît, ça ne va pas très loin. On verra pas. On va reparler de ça tout à l'heure. Donc voilà ce terme. À l'époque, en 1960, donc, les seuls de ces termes dont on pouvait dire quelque chose, c'était le premier. Effectivement, on avait une idée de combien d'étoiles. On a des indices en astronomie qui nous permettent de dire combien d'étoiles sont formées par unité de temps dans la Voie lactée. On les connaissait. Pour le deuxième terme, on a commencé à pouvoir faire des statistiques il y a une dizaine d'années, pas plus, puisqu'on ne connaissait aucune exoplanète. Déjà en 1995, c'était l'année de la découverte de la première exoplanète. Mais c'était 1 ou 2, 3. Au départ, on a procédé assez doucement. Et après, surtout après le lancement d'un satellite américain qui s'appelle Kepler, en 2010, on a découvert des exoplanètes à l'appel. Et maintenant, on peut faire des statistiques, donc répondre à la valeur de ces termes-là. Et c'est à peu près tout pour l'instant. Le terme suivant concerne la vie. On ne peut rien dire pour l'instant et on ne sait pas quand on sera capable de dire. Donc, cette équation, ou plutôt cette formule qui est censée nous donner une idée de combien de civilisations extraterrestres existent, mais en réalité ne nous dit rien, puisqu'on n'a aucune idée de ces termes-là. Selon votre optimisme ou pessimisme, la valeur que vous allez trouver, c'est entre 1 et plusieurs millions. Et on va voir même que ça peut être inférieur à 1. Si. Alors, maintenant, je pense que l'histoire est un peu connue, mais si vous ne connaissez pas, je vous ai dit que depuis un quart de siècle, on commence à trouver des planètes extrasolaires. Alors, comment on est parvenu à ça ? Détecter une planète, les étoiles sont très loin déjà. Et la raison pour laquelle on les voit, même à l'œil nu, surtout les plus proches, c'est qu'elles sont très, très, très brillantes. Mais les planètes autour du Soleil, même des grosses planètes comme Jupiter, ne sont pas du tout brillantes. Elles n'ont pas de lumière propre. Les planètes ne font que réfléchir la lumière de leur étoile, de leur Soleil. Si vous essayez de voir une planète autour d'une autre étoile, c'est comme si vous essayiez de voir une cigarette allumée à côté d'un phare, à des kilomètres de distance. Ce n'est pas possible. Comment donc ça, c'était connu depuis longtemps. Mais comment faire alors pour pouvoir détecter des planètes et les voir aussi loin ? Il y a essentiellement deux méthodes. Vous les voyez ici à gauche et à droite. La première, vous voyez je ne sais pas si vous voyez au fond, mais s'il y a une planète qui tourne autour d'une étoile, l'étoile est beaucoup plus grosse, bien sûr, la planète est toute petite. Mais la planète, comme elle tourne autour de l'étoile, passe devant l'étoile. Et comme la planète n'émet pas de lumière, elle coupe une partie de la lumière de l'étoile qui sinon arriverait vers nous, vers notre télescope. Donc, si on suit dans le temps, ici vous avez la luminosité de l'étoile, la brillance en fonction du temps. Quand la planète est loin de l'étoile, on voit l'étoile avoir une luminosité stable. Et puis, pendant un certain temps, quand la planète passe devant, la luminosité diminue un peu. Et après, une fois que la planète est passée, la luminosité augmente à nouveau. Voilà, c'est aussi simple que ça, pour voir s'il y a une planète qui passe devant une étoile proche.
c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que la luminosité d'une étoile n'est pas absolument stable. Et puis, la fraction de sa lumière que l'étoile coupe est minuscule. Ça veut dire qu'on a besoin des instruments très très puissants, très très précis. Et pendant très longtemps, on ne les avait pas, mais petit à petit, on a commencé à les avoir, et maintenant, on les a. Mais bon, il y a une deuxième méthode, c'est un peu plus abstraite, qui utilise le fait que s'il n'y a pas de planète autour d'une étoile, l'étoile est imperturbable. Sa position par rapport à nous ne change pas au fil du temps. En fait, très peu dans notre durée de vie. En revanche, s'il y a une planète autour d'une étoile, même si elle est petite, elle exerce son attraction gravitationnelle sur l'étoile. Tout comme le Soleil attire la Terre et l'oblige à tourner autour du Soleil, et les autres planètes aussi, la Terre aussi exerce une force de gravité sur le Soleil. Elle l'oblige aussi à bouger. Comme le Soleil est beaucoup, beaucoup plus massif que la Terre, 300 000 fois, le Soleil fait un tout petit pas. Il bouge très peu. La Terre, bien sûr, fait une énorme orbite au bout d'1 an. Mais le Soleil aussi bouge un petit peu. Et si on a des instruments très, très puissants, on peut voir ces mouvements du Soleil ou des étoiles autour desquelles il existe des planètes. Et c'est ce qu'on a pu faire à partir des années 95. Effectivement, on a vu ces mouvements minuscules de certaines étoiles et on a compris que la raison pour laquelle elles bougeaient, c'était qu'à côté, il y avait des planètes. Mais les planètes, on ne les voyait pas, bien sûr. Mais on savait qu'il existe quelque chose et on peut évaluer, en appliquant les lois de la physique, justement, les lois de Newton, on peut évaluer à la fois la masse de l'étoile, la masse de la planète. Et les premiers qui ont trouvé ça, c'est deux astronomes suisses, Didier Queloz et Michel Mayor, en 1995, grâce à cette méthode-là. Et en plus, ils ont utilisé le télescope, un petit télescope de 2 mètres, environ 1,85 m de Saint-Michel, à Haute-Provence. Et ils ont trouvé la première planète, bêta de Pégase 51, autour d'une étoile proche. Et ça a ouvert maintenant un énorme champ de possibles. Et c'est pour cette raison qu'ils ont eu le prix Nobel de physique en 2020. Il y a l'avant-dernier prix Nobel. Alors, depuis, on connaît maintenant, grâce notamment à ces satellites dont je vous ai parlé, Kepler, on connaît environ 5000 planètes extrasolaires qu'on a trouvées autour des étoiles à une distance de quelques dizaines à quelques centaines d'années-lumière. Et il y a des planètes de toutes sortes, mais celles qui nous intéressent, comme je l'avais dit aussi, sont plutôt celles qui peuvent être considérées comme habitables. Ce qui veut dire, ici vous avez un exemple, c'est clair. En bas, nous avons les systèmes solaires, avec le Soleil au milieu, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Et on a dit que parmi toutes ces planètes, il n'y a que la Terre qui est habitable. Pourquoi ? Parce que c'est la seule qui a la capacité d'avoir de l'eau liquide. Et l'eau liquide, on a dit que c'est lié à la vie. Mais pourquoi elle a de l'eau liquide ? Parce qu'elle est ni trop chaude, ni trop froide. La température, elle est modérée. La distance par rapport au Soleil est telle qu'elle permet l'existence d'eau liquide à la surface. En revanche, Mercure et Vénus sont très près et très chaudes, donc pas d'eau liquide. Et Mars est à la limite, elle est plutôt froide. Il n'y a pas de liquide sur Mars non plus. Il y a d'autres raisons aussi, mais bon, on va simplifier un peu à l'extrême. Donc ça veut dire qu'autour d'une étoile, il existe une plage de distance, une région où l'eau liquide puisse exister. Et c'est cette zone-là autour de l'étoile qu'on l'appelle zone habitable. Et c'est ce genre de zone habitable qu'on cherche aussi quand on regarde dans les planètes extrasolaires. On regarde leur distance par rapport à leur étoile. Ça dépend bien sûr aussi des propriétés de l'étoile. Est-ce qu'elle est plus chaude que le Soleil? Auquel cas, la zone peut être un peu plus loin. Est-ce qu'elle est très froide, plus froide que le Soleil? Auquel cas, il faut s'approcher quand même pour avoir le liquide, etc. Et ici, vous avez un exemple, pas d'une planète, mais d'un système de planètes extrasolaires qu'on a découvert. C'est le système de TRAPPIST 1. Et vous voyez qu'il y a plein de planètes
Ce n'est pas les mêmes distances en bas. Si vous prenez tout ça, le système ici, vous voyez, c'est à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Il est très très près de son étoile. Mais comme son étoile, il n'est pas une étoile jaune comme le Soleil, c'est une petite étoile rougeâtre, maigrichon, qui n'émet pas beaucoup de lumière, il faut se rapprocher beaucoup pour se chauffer. Donc, toutes ces planètes-là se trouvent très près de leur étoile. Il y en a qui sont trop près. Vous voyez, ce n'est pas la zone habitable. La zone habitable, c'est la partie verte. Ces planètes sont trop près, elles sont géantes, ce n'est pas comme la Terre. Mais ces planètes-là, il y a 3 planètes qui sont dans la zone habitable de leur étoile. Ça veut dire que dans ces systèmes-là, il y a au moins 3 planètes sur lesquelles, en principe, il peut y avoir d'eau liquide. Mais déjà, ça ne veut pas dire qu'il y en a. Il peut y avoir, mais on ne sait pas s'il y en a. Et puis, même s'il y en a, peut-être qu'il n'y a rien d'autre, hein, il n'y a que d'eau liquide. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, l'existence d'eau liquide. Et maintenant, comme je vous ai dit, comme on a presque 5000 planètes extrasolaires, on peut commencer à faire des statistiques, dire combien parmi les étoiles il y en a qui remplissent ces conditions. Et on pense que parmi les étoiles de type solaire, qui sont nombreuses dans la galaxie, il y a environ 5 à 10% quand même. C'est un pourcentage assez élevé, pas négligeable. Et si on fait le compte, si on tient compte de toutes les étoiles dans la galaxie, ça fait environ 1 milliard potentiellement de planètes qui pourraient être habitables. Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? Oui, ça a l'air grand, mais oui, on reviendra. Alors là, vous avez quelques images c'est pas des images, on ne les voit pas, hein, ces planètes-là. On imagine comment elles sont. Ici, vous avez les planètes du système solaire, la Terre est là-haut, vous voyez sa taille. Et vous avez quelques planètes connues qui sont parmi les planètes habitables, que je vous ai parlé tout à l'heure. Ce que vous voyez là-haut, c'est la planète habitable, en principe habitable, la plus proche de nous. Vous savez que le système le plus proche de nous, c'est le système de Alpha de Centaure. C'est une étoile c'est une étoile double qui se trouve à une distance d'environ 4 années-lumière et demie. La lumière met 4 années pour aller jusque-là. Et autour de ce système, on a trouvé une petite planète qui se trouve à une bonne distance par rapport à son étoile. Voilà, c'est la planète habitable la plus proche qu'on connaît et qu'on connaîtra à jamais, puisqu'il n'y a pas d'étoile plus proche. Et puis l'autre, ce que vous avez là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, le système de TRAPPIST avec les 4 planètes qui sont dans la zone habitable. Alors, cette méthode-là, on donnait énormément de données. On a découvert des planètes de plusieurs types. Certaines existent dans notre système solaire. On a trouvé, par exemple, des planètes de toute taille, des exoplanètes de toute taille, les plus grosses, les géantes, un peu comme Jupiter, serait ici, et puis un peu moins géantes, ça se ressemble plutôt à Saturne, des géantes comme Neptune, mais on a trouvé aussi des objets qui n'existent pas dans notre système solaire. Entre la Terre qui est là et Neptune qui est une vingtaine de fois plus massif que la Terre, il n'y a pas de planète de taille et de masse intermédiaire dans notre système solaire. Mais là, quand on a trouvé 5000, on a trouvé aussi d'autres objets intermédiaires avec des propriétés différentes, ce qu'on appelle aussi parfois des super-terres, 2 ou 3 fois plus grosses que la Terre. Et maintenant, une fois qu'on connaît un peu la situation concernant ces planètes, on aimerait savoir justement qu'est-ce qu'il y a à leur surface. C'est ça qui est très intéressant. Est-ce que d'abord ils ont une atmosphère? Parce que nous, la Terre est entourée par une atmosphère. Une planète sans atmosphère, elle est soumise à plein des aléas. Vous ne pouvez pas imaginer ce que fait notre atmosphère terrestre. C'est un bouclier incroyable pour nous. Il y a la couche de l'ozone qui arrête les rayons ultraviolets du Soleil, mais elle n'arrête pas que ça. Dans l'espace, il y a plein de particules dangereuses, nocives, de radioactivité, ce qu'on appelle les rayons cosmiques. Mais heureusement,
notre Terre a un champ magnétique et l'atmosphère qui constitue un bouclier qui nous protège. S'il n'y avait pas d'atmosphère, on serait aussi soumis en grande partie aux rayons cosmiques. Sur la Lune, par exemple, il n'y a rien, pas d'atmosphère, pas de champ magnétique. Les astronautes qui sont allés là-bas, ils ont été bombardés, mais heureusement, ils sont restés peu de temps et ils ont pris une dose supportable. Donc, on est très intéressé de savoir si ces exoplanètes qu'on voit sont entourées des atmosphères. Et surtout, quel type d'atmosphère? Parce que Vénus aussi a une grosse atmosphère, mais Vénus n'est pas habitable. C'est un enfer et il n'y a que du gaz carbonique dans son atmosphère. Donc, on aimerait savoir de quoi est composée leur atmosphère. Malheureusement, pour arriver là, il faut faire ce qu'on appelle la spectroscopie. La spectroscopie, c'est une technique qui nous permet de partager la lumière qui nous arrive, de le passer à travers un prisme et voir dans chaque partie de la lumière, dans le rouge, dans le bleu, etc., ça permet de révéler la présence de diverses substances. Et comme ça, on peut détecter qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère. Si on pouvait, par exemple, vous avez ici un exemple, les 3 planètes, Vénus, la Terre et Mars, et vous voyez ce qu'on appelle leur spectre, c'est-à-dire c'est la lumière dans différentes longueurs d'onde, combien il y en a. Et vous voyez que dans le cas de Vénus et de Mars, la seule chose qu'on voit ici dans le spectre, c'est CO2, c'est le gaz carbonique. On en a aussi sur Terre. Justement, c'est lui qui nous crée l'effet de serre. Mais sur Terre, vous voyez qu'on voit d'autres caractéristiques aussi. Il y a le gaz carbonique, mais il y a aussi de l'ozone. C'est le O3 là. Et puis, il y a de l'eau là-bas. Donc, ce qu'on aimerait faire, ça, on peut le faire avec Vénus, Mars et les autres planètes du système solaire parce qu'ils sont proches, ils émettent beaucoup de lumière. Mais les exoplanètes, pour l'instant, on n'est pas capable de prendre des spectres. Et vous voyez ici un spectre de la Terre comparé au spectre du Soleil, parce que le Soleil aussi émet beaucoup de lumière. Le spectre de la Terre contient effectivement l'oxygène, l'eau, l'ozone, le gaz carbonique. Alors, ici, au maximum, ça c'est la partie visible du spectre. Et là, le Soleil est beaucoup, beaucoup plus brillant que la Terre, 1 milliard de fois. Vous imaginez que si autour d'une étoile, il y avait une exoplanète comme la Terre, et on essayait de voir cette exoplanète à la lumière visible, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec le phare et l'allumette. Le phare, ce serait 1 milliard de fois plus lumineux que l'exoplanète. Et on ne pourrait rien voir. La lumière de l'exoplanète serait complètement diluée et on ne pourrait pas prendre son spectre. En revanche, la situation est un petit peu mieux, dans la partie infrarouge du spectre, parce que là, les planètes émettent un peu plus. La différence devient 1 million seulement. Entre 1 milliard et 1 million, il y a un facteur 1000. Ça nous facilite un peu la vie. C'est pour ça qu'on est optimiste que dans ce domaine-là, on peut détecter des signatures qu'on appelle des biosignatures. Pas seulement pour des planètes de type terrestre, vous voyez ici des spectres, je ne sais pas si vous allez lire, ça n'a pas d'importance là. En tout cas, il y a toute une science qui se développe et pour laquelle on se prépare parce que dans les années à venir, il y a de nouveaux projets de satellites qui seront capables de détecter des spectres, des exoplanètes, on pourrait les analyser et on peut voir si dans leur atmosphère il y a ces biosignatures, c'est-à-dire c'est des gaz qui nous permettent de voir s'il y a une forme de vie de type terrestre. Je suis désolé, mais pour l'instant, on ne peut rien faire d'autre, parce que vous allez me poser la question, pourquoi on cherche la vie telle qu'on la connaît sur Terre? On pourrait imaginer des tas d'autres formes de vie. Oui, on pourrait imaginer ce qu'on veut. On pourrait imaginer des éléphants roses, effectivement, sur une planète, mais ça servirait à quoi? Ça nous avancerait à quoi? Comme celui qui perd ses clés, il cherche toujours la nuit sous le lampadaire, parce que c'est le plus évident. Ça n'a pas beaucoup de sens d'aller chercher beaucoup plus loin. De la même manière, nous, on essaye de chercher des traces de la seule forme de vie qu'on connaît sur Terre. Celle qui utilise de l'eau, qui a besoin de l'oxygène, qui a besoin de l'ozone pour se protéger, etc. Alors maintenant,
Voilà pour ce qui est de l'astrophysique, les exoplanètes. Alors, qu'advient-il de l'autre volet qu'on a commencé à voir avec Cocconi, Morrison et Drake? Déjà, vous vous souvenez, au départ, c'était communication avec l'intelligence extraterrestre. C'était une vision des choses très, très optimiste. On pensait qu'il y en a déjà et qui veulent communiquer. Petit à petit, on est devenu un peu plus modeste et maintenant, ce genre de projet, c'est marqué SETI, c'est-à-dire recherche d'intelligence extraterrestre, pas communication. Avant de communiquer, il faut chercher d'abord pour savoir s'ils sont là. Et c'est le programme d'écoute et d'émission des signaux radio. Alors, une personnalité qui a énormément contribué à la popularisation de ça, les plus anciens d'entre vous se souviennent probablement, c'était l'astronome américain Carl Sagan, dans les années 60 et 70, et 80 surtout, qui a été un fervent partisan de ces idées-là et qui a mis tout son poids pour populariser ces idées. Mais c'était une recherche un peu désespérée. Il faut regarder dans quelle direction l'univers est vaste, à quelle fréquence les signaux radio, quelle fréquence il faut chercher, combien d'étoiles il faut regarder chaque fois, et puis combien de temps, parce qu'il n'est pas donné qu'ils émettent tout le temps. Ça coûte énormément en énergie. Et pour toutes ces raisons, malgré le fait que dans les années 60-70, c'était le pic de cette activité, il y a eu beaucoup de recherches à divers endroits dans le monde. À partir du début des années 90, la NASA est arrêtée de financer ce genre de projets. Le Congrès pensait que c'était trop coûteux pour les résultats, qu'il n'y en avait pas. Et désormais, les projets SETI continuent depuis les années 90 avec des fonds privés. Notamment la famille Allen, c'était un des deux fondateurs de Microsoft. Alors, il y a eu du renouveau en 2015 quand un oligarque russe, Yuri Milner, a donné $100 millions pour ce qu'on appelle la Breakthrough Listen, l'initiative, Breakthrough Listen, c'est écouter. C'est $100 millions sur 10 ans. Il ne s'agit pas de construire de nouveaux télescopes, mais surtout de profiter des progrès de la technologie qui permet aujourd'hui de construire des détecteurs multicanaux, c'est-à-dire capables de regarder à plusieurs fréquences simultanément, d'analyser d'énormes quantités de données, des signaux. Et le projet est toujours en cours. Pour l'instant, depuis 2015, il n'y a rien de trouvé. Mais il utilise certains des plus grands radiotélescopes du monde. Et l'objectif, finalement, au terme de ce projet, c'est d'ausculter 1 million parmi les étoiles les plus proches. Ce qui fait déjà, parmi les 100 milliards de la galaxie, 1 million, ça fait 100 millième. Une étoile sur 100 000 de la galaxie. Alors maintenant, on va revenir sur cette célèbre formule de Drake. Et on va passer un certain temps à jouer avec pour voir si ça nous permet de cerner un peu mieux le problème. Alors, je sais que vous n'aimez pas, peut-être vous n'aimez pas trop les maths, mais ce qu'on va essayer de faire, ce sera de simplifier. On a dit qu'il y a 7 termes dans cette équation, ces produits. On va essayer de grouper ces termes. On va prendre les 3 premiers, c'est-à-dire le taux de formation stellaire, la fraction des étoiles qui ont des planètes et le nombre de planètes habitables autour de chaque étoile. Pourquoi on va les regrouper ensemble? Parce que maintenant, comme je vous ai dit, pour cette partie-là du problème, on commence à voir des éléments, grâce justement aux observations des 2 dernières décennies. On a des statistiques, donc on peut donner un nombre, un chiffre là. Ce terme-là, le premier, on va l'appeler terme astronomique. On va regrouper aussi les 3 autres termes. Là, on ne connaît rien. C'est la fraction des étoiles ou la vie. C'est manifesté. L'intelligence s'est manifestée et la technologie s'est manifestée. On ne connaît rien là-dessus. Et puis, dernier terme, on va le laisser tout seul, la durée de vie de la civilisation. C'est plus facile de jouer avec 3 termes quand même que de jouer avec 7 termes. Le premier terme, c'est le facteur astronomique, et avec les chiffres, ce qu'on a raconté tout à l'heure, on peut lui donner une valeur, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est
1 dixième par an. Ça veut dire tous les 10 ans, il y a une planète habitable qui est formée dans notre galaxie. C'est ça que ça veut dire. Le deuxième terme, on ne connaît rien, mais comme si c'est des fractions, une fraction, c'est inférieur à l'unité. Donc le produit des 3 fractions, c'est forcément inférieur à l'unité. On connaît une limite supérieure. Et pour le troisième terme, la durée de vie des civilisations, on connaît. On va utiliser maintenant un diagramme pour représenter ça. Malheureusement, je ne sais pas ce que vous voyez là-bas au fond de ça. En tout cas, ce qu'il y a sur ce diagramme, sur l'un axe, je vous ai dit que sur cette formule, il y a 1, 2, 3 termes, dont l'un, on connaît la valeur. On l'a fixé, c'est 0,1 par an. Donc, il reste 2 termes avec lesquels on peut jouer. L'un terme, c'est la durée de vie. On la met sur cet axe. Et c'est à ce qu'on appelle une échelle logarithmique. Chaque unité là, c'est 10 fois plus grand que la précédente. 10 puissance 2, c'est 100. 10 puissance 3, c'est 1000. 10 puissance 10 000, 1 million. 10 puissance 6, et ainsi de suite. Et l'autre axe, c'est ce terme-là. Le facteur biotechnologique qui donne le nombre de civilisations. N, c'est ici, on a plusieurs milliers de civilisations. Civilisation qui peut être obtenue par diverses combinaisons de ces facteurs biotechnologiques. Ici, c'est la limite supérieure 1 avec 10 puissance 4 pour la durée de vie. Si vous multipliez 10 000 en gros par 1, ça fait 10 000. Et si vous multipliez par 0,1, ça fait 1000. Donc, on est à peu près là. Vous voyez qu'en dessous de 1, il y a une zone jaune. Et là, il y a des nombres aussi en dessous de 1, c'est 1 dixième par exemple. Et là, on peut imaginer qu'il y a un nombre 0,1, 0,2, etc. D'habitude, quand on joue avec ce jeu, on a l'impression qu'il y a une limite inférieure qui est le 1. Il y a au moins une civilisation dans la galaxie, c'est nous. Mais il se peut très bien qu'il y en a beaucoup moins. Alors, dans quel sens? Mais c'est dans un sens statistique. Et le meilleur moyen de comprendre ça, c'est d'imaginer un petit village abandonné au fin fond de la France, où il reste encore quelques maisons, et il y a un habitant qui a conservé sa maison, et en été, il va passer là-bas le mois d'août. Il reste là un mois, et puis, à la fin du mois d'août, il ferme et il revient à sa ville. Et pendant 11 mois, le village est complètement abandonné. Si on fait un recensement de la population, alors, le recensement du village, ça va donner 0 ou 1. Mais, manifestement, ça ne peut pas être les deux. Mais sur le plan statistique, s'il y a un inspecteur qui passe chaque mois, il y a une chance sur 12 de rencontrer l'habitant et 11 chances sur 12 de rencontrer personne. Donc, il pourrait, sur le plan statistique, dire que la population, c'est 1/12. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut concevoir ce que je vous donnais ici, parce que le nombre n inférieur à 1, ça veut dire qu'on est seul dans l'espace, mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément seul dans le temps. Ni qu'on soit le premier, ni qu'on soit unique. Et là, j'ai un petit exemple. On peut imaginer, mais c'est juste pour illustrer la situation. Ici, j'ai mis le temps, 1 million d'années, 1, 2, 3 millions d'années. On peut imaginer une civilisation qui émerge quelque part dans la galaxie et qui vit pendant 100 000 ans. Et puis elle disparaît. Vous savez, le sort de toutes les civilisations qu'on a connues, c'est d'éclore et de disparaître. Les Romains sont disparus, les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, etc. Donc chaque civilisation a une durée de vie déterminée. Quoique les Chinois, quand même, tiennent bon encore. Mais bon. Alors, et puis, pendant 900 000 ans, il n'y a rien dans la Voie lactée. Il n'y a personne qui apparaît. Et puis, à nouveau, il y a une autre, complètement différente, qui émerge, 100 000 ans encore, puis disparaît, et puis la même histoire. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, j'ai choisi le nombre pour dire que, globalement, si quelqu'un
si pas un extraterrestre, mais un extragalactique, en dehors de notre Voie lactée, regardait la galaxie pendant des millions d'années, mais il verrait de temps à autre la galaxie peuplée d'une civilisation, mais pas tout le temps. Donc statistiquement, la probabilité de tomber sur un sera 1/10. Il se peut donc très bien que des milliers de civilisations technologiques, ils ont pu éclore dans la Voie lactée, de vivre longtemps, des dizaines ou même des centaines de milliers d'années, et même d'explorer leur voisinage, essayer de le coloniser, au moins une région autour d'elles-mêmes. Et pendant tout ce temps, ils étaient seuls dans la galaxie. Il n'y avait aucune autre civilisation. Et puis, ils ont pu disparaître sans pouvoir communiquer avec d'autres, ignorant que d'autres les ont précédés et inconnus pour toujours à leurs successeurs. C'est une possibilité qu'il faut avoir en tête. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est une possibilité comme une autre. Le phénomène de la vie et de la civilisation peut être rare, mais ça ne veut pas dire on peut être seul même aujourd'hui et pendant des milliers d'années, mais ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose d'exceptionnel. On peut représenter quelque chose de rare, mais pas d'exceptionnel. Beaucoup d'autres ont pu arriver avant nous et beaucoup d'autres vont continuer après nous. Bon, alors maintenant j'arrive au fameux paradoxe de Fermi. Je pense que Suzy voulait vous en parler aussi. Alors Enrico Fermi, c'est un des plus grands physiciens du XXe siècle. C'est lui qui a travaillé sur le projet Manhattan de la construction de la bombe atomique. Et puis lors d'une discussion célèbre au laboratoire militaire de Los Alamos aux États-Unis en 1950, il parlait des extraterrestres avec ses collègues et à un moment il a posé la question vraiment très laconique, où sont-ils? Alors, ce qu'il voulait dire, c'est que si on n'est pas seul, s'il y en a d'autres, statistiquement, on ne doit avoir rien de spécial. S'il y a beaucoup d'autres, il doit y en avoir d'autres qui sont plus avancés que nous quand même. Ce serait étonnant qu'on soit les plus avancés. Et s'ils sont plus avancés de nous, ben, certains ont pu arriver jusqu'ici. Le fait qu'on ne voit pas de traces de leur présence, ni de vaisseaux, ni de robots, ni d'artefacts sur Terre, ça pose un problème. Où sont-ils? Alors la question est restée comme ça pendant un certain temps, complètement inconnue. Ça a été redécouvert avec un astronome américain, Michael Hart, et un quart de siècle plus tard, en 1975. Et les conclusions de Hart, qu'il les a publiées, c'est que à cause de ça, le fait qu'on ne voit aucun signe de la présence d'extraterrestres, il doit y avoir très peu d'autres civilisations, et probablement aucune, et que du coup, la recherche des signaux extraterrestres, c'est une perte d'énergie et de temps. Parce que vous vous souvenez, à l'époque, la recherche des signaux extraterrestres était à son comble. Donc, ça a créé énormément de débats très chauds entre spécialistes, partisans de la recherche des signaux extraterrestres. Et c'est à partir de cette époque-là qu'on parle de cette problématique sur où sont-ils, est connue qualifiée comme le paradoxe de Fermi. Mais il est rare que quelqu'un soit absolument le premier à concevoir quelque chose. Pour la plupart des idées, on connaît que lors de l'histoire de l'évolution des idées, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit quelque chose dans un certain contexte, ça a été oublié, d'autres l'ont redécouvert plus tard dans un autre contexte, etc. Et en l'occurrence, il s'avère que c'est Bernard de Fontenelle, qui était secrétaire de l'Académie des sciences, qui avait écrit un des tout premiers best-sellers de vulgarisation scientifique, Entretien sur la pluralité du monde, qui est écrit sous forme de dialogue. À l'époque, c'était très à la mode d'écrire ce genre de traités sous forme de dialogue, en l'occurrence entre un philosophe et une jeune marquise qui jouait le rôle de l'ingénie. Et à un moment, le philosophe dit qu'il existe d'autres mondes habités dans l'univers, même sur la Lune. La marquise répond, non, si c'était le cas, les habitants de la Lune auraient dû nous rendre visite maintenant. Vous voyez le paradoxe de Fermi, en fait. C'était essentiellement, c'est ça.
Et ce qu'il trouve à dire le philosophe, c'est que, ah oui, mais le temps nécessaire pour maîtriser les voyages spatials est très long. S'il est supérieur à 6000 ans, on comprend pourquoi ils n'ont pas pu encore arriver ici. Alors pourquoi 6000 ans? Parce qu'à l'époque, bien sûr, on ne connaissait rien sur l'histoire de la Terre. Et il y avait beaucoup, même Newton, qui pensait que la Terre a été formée, selon le récit de la Bible, 4000 ans avant notre ère. Donc il avait 6000 ans d'histoire. Et il pensait aussi que la Terre s'est formée à peu près au même moment que la Lune. Et c'est pour ça, donc, il dit que, bon, il faut 6000 ans pour maîtriser le voyage spatial. Nous, on ne peut pas aller sur la Lune. On ne pouvait pas y aller du temps de Fontenelle. C'est compréhensible que les habitants de la Lune ne sont pas arrivés jusqu'ici. Bon, déjà, vous voyez, en gros, c'est l'essence du paradoxe de Fermi, sauf que, à l'époque, cette situation est complètement symétrique. C'est-à-dire, les habitants de la Lune n'ont pas arrivé parce que nous, on ne peut pas y aller non plus. Donc, il n'y a pas vraiment de paradoxe. Simplement, c'est explicable. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans le cas de Fermi, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles. La plupart des étoiles dans la Voie lactée, c'est plus ancienne que le Soleil. Et donc, si jamais il y a eu des civilisations là-bas, ils avaient tout le temps d'arriver jusqu'ici, même si la galaxie est vaste. Et puis, il y en a d'autres qui avaient pensé, avant Fermi, comme le père de l'astronautique, le russe Konstantin Tsiolkovsky, qui est célèbre pas seulement pour sa théorie de l'astronautique, c'est le premier qui a conçu l'équation des fusées, mais aussi parce qu'il était un philosophe, un visionnaire qui a pensé que le destin de l'homme, c'est l'univers, et sa phrase caractéristique, c'était que... sa phrase caractéristique est que la Terre est le berceau de l'humanité, mais personne ne reste dans le berceau toute sa vie. Alors, il avait pensé justement à cette question. Il pensait que l'univers est peuplé de civilisations très avancées, très spirituelles. Et la réponse qu'il avait quand on lui demandait pourquoi ils ne sont pas arrivés jusqu'ici, il pensait qu'ils nous ont laissé évoluer par nous-mêmes pour atteindre la perfection et avoir notre contribution singulière à l'évolution du cosmos. Pourquoi pas? Mais ça ressemble un peu aussi pour ceux d'entre vous si vous êtes fan de Star Trek, comme j'étais quand j'étais jeune, cette directive première de cette série télévisée, de films par la suite, selon laquelle la Fédération de planètes unies n'est pas supposée interférer dans le développement des autres espèces de l'univers. On va voir que cette réponse de Tsiolkovsky et de Star Trek, c'est une des réponses possibles pour expliquer, qu'on évoque pour expliquer le paradoxe de Fermi. Pas la seule, mais c'est une des possibilités. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais pour des tas de raisons, ils ne veulent pas communiquer. Voilà, ça pourrait être une réponse. Alors maintenant, je suppose que vous connaissez d'autres paradoxes. Il y a d'autres paradoxes célèbres, le paradoxe de Zénon. Et chaque paradoxe est basé sur une série d'hypothèses. On tient certaines choses pour certains et on s'appuie là-dessus pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si les hypothèses qu'on fait, s'il y a une ou plusieurs qui ne sont pas correctes, alors il n'y a pas de paradoxe. Alors, dans le cas du paradoxe de Fermi, on peut le décomposer en une série de propositions. La première, c'est qu'on suppose que notre civilisation n'est pas la seule civilisation technologique dans la galaxie. Voilà, on peut l'accepter si on veut. À partir du moment où on l'accepte, on peut continuer, on peut supposer que notre civilisation est typique. Elle n'est pas la plus avancée, parce que si elle était la plus avancée, là on comprend pourquoi ils ne sont pas arrivés. Ni la seule qui désire d'explorer et de communiquer son environnement. Nous, on veut effectivement explorer, on veut voir ce qui se passe ailleurs. Mais si on suppose qu'ils ne veulent pas, alors il n'y a pas de paradoxe non plus. Ensuite, on suppose que le voyage interstellaire n'est pas trop difficile pour une civilisation plus avancée que la nôtre, et que certains ont entrepris ces voyages. Vaste hypothèse. Et dernière hypothèse, c'est que la colonisation de la galaxie est relativement rapide. C'est rapide, tout est relatif bien sûr, que l'échelle de temps est inférieure à quelques dizaines de millions d'années. Ça paraît énorme, mais ce n'est qu'un centième de l'âge de la galaxie. Notre galaxie existe depuis 10 milliards d'années. Une centaine de millions, c'est un centième de ça. C'est rien du tout.
Alors, si on fait l'hypothèse que toutes ces hypothèses sont valables, ou pas trop farfelues, et si vous mettez tout ça ensemble, ça veut dire qu'ils devraient être ici. Et le fait qu'ils ne sont pas ici, c'est ça qui constitue le paradoxe de Fermi. Où sont-ils? Voilà une analyse de ces célèbres paradoxes. Alors, je ne vais pas, parce que là, je sens que je suis un peu en retard, je ne vais pas vous parler de propulsion interstellaire, de méthode de voyage interstellaire. Ce qu'on sait, c'est que, pour l'instant, on ne peut pas le faire, on ne sera pas capable de le faire avant 2 siècles, au moins. Les quantités d'énergie nécessaires, les technologies nécessaires, etc., n'existent pas. Et je ne sais pas si on arrivera d'ici 2 siècles. Mais bon, je vais vous passer ça. Peut-être une autre fois, je viendrai vous parler de voyage interstellaire. Alors, maintenant, on va revenir à cette équation, cette formule de Drake, et on va s'amuser, c'est la toute dernière partie, pendant 5-10 minutes, sur qu'est-ce qu'on peut apprendre. Alors, dans la formule de Drake, je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être pas, parce que la formule de Drake est censée nous dire quelque chose sur le nombre de civilisations dans la galaxie. Mais imaginons qu'on ait cette information. Est-ce qu'elle est suffisante? Imaginons que je vous dis qu'il y a 100 civilisations dans la galaxie. Donc, ce qui manque à l'équation de Drake, c'est le fait qu'il ne parle pas du tout de la taille de la Voie lactée, qui est énorme. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. On connaît la Voie lactée, c'est une galaxie spirale. Le Soleil se trouve, ici c'est le centre galactique, le Soleil se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre galactique. On connaît la galaxie, elle a 100 milliards d'étoiles, et c'est un disque d'environ 100 000 années-lumière de diamètre et 2000 années-lumière d'épaisseur. C'est un disque assez fin. Ce qui veut dire qu'on connaît aussi son volume. On peut évaluer le volume d'un cylindre, c'est pas compliqué. Bon, je vous donne un nombre, ça vaut ce que ça vaut, 600 millions d'années-lumière cubes. Mais oui, c'est... Oh non, mais on peut mesurer tout. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous paraît étrange là, les 600 millions ou les années-lumière cubes? Les deux. Si je vous disais que vos impôts vaut beaucoup plus que 600 millions d'euros, ça c'est un chiffre que vous comprenez très bien. Donc ce n'est pas le nombre qui vous pose problème, c'est plutôt les unités. 600 millions, on parle de nombres beaucoup plus grands. La dette de la France, c'est 1 trillion en gros, je crois bien, ou le produit intérieur brut, c'est énorme. Donc effectivement, c'est un volume assez gros. Alors, là-dedans, on pense, ici ce que vous avez, ça n'a rien à voir avec la galaxie, mais il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'imaginer s'il y a une civilisation extraterrestre ou plusieurs, comment ils pourraient se répandre dans la galaxie, comment ils pourraient coloniser la galaxie. Et il y a un exemple célèbre, c'est la colonisation des îles du Pacifique, qui a commencé, vous l'avez ici un schéma, les premiers habitants ont commencé, ils ont parti de l'Asie du Sud-Ouest, et petit à petit, ils sont allés chaque fois vers l'Est. Et si vous avez quelques dates, ça leur a pris quand même quelques 2000 ans au bas mot pour se répandre petit à petit et coloniser l'ensemble, même y compris l'île de Pâques le plus à l'est. Et chaque fois, ils sautaient d'une île à l'autre île la plus proche. Et on peut imaginer effectivement un schéma comme ça pour la colonisation de la Voie lactée par des civilisations extraterrestres. Alors, ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle, on peut mettre ça sur ordinateur, essayer de simuler ce genre de choses. Et on peut imaginer que dans la galaxie, donc on peut, avec l'ordinateur, si vous avez un ordinateur, vous pouvez faire ce que vous voulez. On peut imaginer donc que dans notre galaxie, il y a, pourquoi pas, 1000 civilisations. Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Tout est relatif, on l'a dit. Et que la durée de vie de ces civilisations, c'est 1 million d'années. Ce qui est quand même conséquent. Pendant la phase technologique, je ne parle pas parce que l'homme existe sur Terre depuis quelques millions d'années, sauf que pendant la très plus grande partie de son existence, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas aller sur la Lune, il ne pouvait même pas monter à Everest. Donc, non, 1 million d'années, mais pendant la phase technologique où ils peuvent se répandre dans la galaxie. Alors, la question suivante, c'est à quelle vitesse ils vont se répandre dans la galaxie? On sait qu'il y a une vitesse limite, c'est la vitesse de la lumière.
Ça, on ne peut pas l'atteindre. Et même 1/10 de la vitesse de la lumière, c'est quand même colossal. Aller dans toutes les directions et avancer avec un front de 0,1 année-lumière par année, c'est énorme. On va considérer des choses un peu plus petites. Alors, dernière remarque, ça, c'est ce qu'on appelle un état stationnaire. Alors, qu'est-ce que c'est un état stationnaire? Vous savez, la population de la France, la population, oui, c'est un exemple. L'âge moyen des Français, c'est autour de 80 ans, d'accord? Mais quand on regarde autour de nous, la durée de vie, pardon. Non, excusez-moi, vous avez tout à fait raison parce que j'avais autre chose en tête. Non, mais vous avez raison, merci beaucoup. Donc, la durée de vie moyenne, c'est 80 ans. Mais quand on regarde autour de nous, on voit tous les âges. Hein. Il y a une pyramide d'âge, mais peu importe, on voit tous les âges. Mais si on regarde dans 20 ans dans le passé, bon, il y aura, si on regarde 20 ans dans le passé ou 20 dans le futur, il y a une petite évolution, mais en gros c'est ça, hein, ça va pas évoluer beaucoup. Donc on peut imaginer que dans le temps, il y a à peu près le même nombre d'habitants, ça évolue très peu, et avec ces âges-là. Donc ici c'est un instantané, effectivement, de la Voie lactée, et la taille de chacune de ces civilisations est proportionnelle à son âge. Mais cette taille correspond à ce qu'on pourrait appeler la sphère d'influence. On imagine une civilisation qui éclot et qui se met tout de suite, effectivement, donc qu'il arrive à la phase technologique, il se met à explorer et à se répandre autour d'elle là, la vitesse que j'ai choisie, c'est 1/1000 de la vitesse de la lumière. Ceux qui sont les plus jeunes, bon, ils n'ont pas le temps d'aller trop loin. C'est les petites taches que vous voyez là. Ceux qui sont un peu plus âgés, ils ont le temps d'aller plus loin. En réalité, c'est à 3 dimensions, mais ce qu'on voit, c'est la projection de la galaxie qui est couverte. S'ils ont exploré, colonisé la moitié de la galaxie, ça veut dire qu'il y a une chance sur 2 qu'ils soient de notre côté. Mais il y a aussi une chance sur 2 que nous, on soit de l'autre côté et qu'ils n'ont pas exploré. OK. Donc voilà, c'est le jeu que j'ai joué c'est un papier que j'ai publié il y a 2 ans. Et ces jeux dépendent bien sûr du nombre n, de la durée de vie L et la vitesse d'expansion. Et après, on peut jouer ce nombre autant de fois que vous voulez. Et vous voyez qu'il y a, quand on va, il y a plusieurs fois que ce jeu est joué. Ici, de bas vers le haut, c'est le nombre de civilisations qui augmente, le nombre de points, le nombre de tâches. Ici, il y en a 2 seulement. Ici, il y en a 10, 100, 1000. Et puis, quand on va de gauche à droite, c'est la durée de vie qui augmente. Donc, 10 puissance 4 ans, ça veut dire 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, etc. Et pour des vitesses d'expansion différentes. Et vous voyez qu'il y a des possibilités, il y a des régimes où là, la galaxie est entièrement couverte. Ça veut dire que s'il y avait autant de civilisations, et s'ils exploraient leur galaxie assez longtemps, ils devraient être là, ils devraient couvrir. Donc finalement, ce paradoxe de Fermi, on peut le quantifier. Ça vaut ce que ça vaut, et ça ne veut pas dire qu'ils sont les seuls paramètres qui jouent. On pourrait imaginer des tas d'autres paramètres. Mais c'est une première tentative de le quantifier. Alors, qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? Malheureusement, on devrait repasser par cette figure, mais je ne vais pas. Bon, je vais vous épargner quand même parce que, ouais. Vous voyez qu'il y a une partie de ce diagramme, celle-là, la partie en bleu, qui va quand même jusqu'à 100 000 ans, ou presque 1 million ici. Et dans toute cette partie, la probabilité est très très faible de contact. On est dans ces régimes-là. En revanche, la partie à droite, la partie jaune de ce diagramme, la probabilité est extrêmement forte. Mais ça suppose qu'il y en a qui vivent assez longtemps, 10 millions d'années, et qu'ils sont nombreuses. Il faut qu'ils soient quelques milliers quand même, et qui vivent assez longtemps et qui s'expandent. Alors, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pas réaliste? Je ne sais pas. En tout cas, on peut très bien imaginer qu'il y en a beaucoup, quelques centaines ou quelques milliers qui ont des durées de vie conséquentes, 10 000 ans, 100 000 ans, et pourtant on ne les voit pas, ils sont assez loin, ils n'ont pas le temps de venir jusqu'ici, et c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Bon, je vais passer tout ça. Alors, voilà, donc ce qui sort de cette analyse, c'est que, d'abord,
pour comprendre ce paradoxe de Fermi, on peut le quantifier et on trouve qu'il se peut, si la probabilité de créer une civilisation est faible, inférieure à 10-3, 1 millième, alors on comprend effectivement qu'ils ne sont pas là et on peut se poser la question, est-ce que c'est très très rare, une civilisation technologique? Et puis, est-ce qu'ils arrivent à vivre au moins 1 million d'années ou pas? Ça pose aussi des questions pour notre propre civilisation, quoique nous, on est loin de cette limite. Alors là, il y a le fameux calendrier cosmique, parce que parfois, on a l'impression que quand on parle de cette durée-là, 1 million d'années, 10 millions d'années, c'est énorme. C'est pour nous-mêmes, c'est vraiment énorme. Mais par rapport à l'âge de la galaxie, que vous voyez ici résumé en une année, ça c'est la galaxie résumée en une année. Enfin, l'univers même résumé en une année. Vous voyez, début janvier, c'est le Big Bang. La Voie lactée s'est formée en mars, quand même, pas tout de suite. Le Soleil est formé en août. Et la première cellule sur Terre se forme en septembre. Au mois de novembre, c'est les premiers organismes multicellulaires. Pendant 2 mois, il n'y avait que des monocellulaires. Et puis au mois de décembre, il ne se passe pas grand-chose, sauf que le premier tétrapode sur Terre, c'est le 20 décembre. Il y a les insectes, il y a plein de choses. C'est le 24 décembre, la veille de Noël, que les premiers dinosaures apparaissent et ils disparaissent le 29 décembre. Et pourtant, vous savez que les dinosaures sont disparus il y a 65 millions d'années. Donc, c'est le 30 et le 31 décembre, où c'est à la fin du 31 décembre que nous, on apparaît et on fait ce qu'on fait. Mais vous voyez que de la disparition des dinosaures jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à aujourd'hui, il y a 2 journées cosmiques. Et pourtant, c'est 65 millions d'années. C'est rien, je veux dire, imaginez des civilisations qui sont apparues avant le Soleil, d'étoiles qui sont formées, pleines d'étoiles avant le Soleil. Ils avaient pas seulement des jours, mais des mois et des mois pour arriver jusqu'ici. Et même, donc, il n'est pas difficile d'imaginer des civilisations capables de faire ce genre de choses. Alors, le deuxième point, c'est est-ce que l'intelligence est improbable? Ici, c'est surtout les biologistes qui sont très sceptiques quant à l'existence d'autres civilisations extraterrestres. Les astronomes sont assez enthousiastes en général. Justement parce qu'ils s'appuient sur c'est ce qu'on a vu, qu'il y a plein d'étoiles, plein de planètes, donc pourquoi pas. Oui, mais les biologistes qui ont étudié l'évolution de la vie sur Terre, ils savent que le chemin qui nous a menés depuis la formation de la première cellule jusqu'à l'homme, c'est un chemin évolutif qui a été plein d'embuscades, plein de hauts et de bas, plein de surprises, et que finalement, l'émergence de l'homme et l'intelligence, c'était vraiment extrêmement improbable. Juste un exemple, vous savez que les dinosaures sont apparus, on vient de le dire, il y a 240 millions d'années par là, et ils sont disparus il y a 65 millions d'années. Pendant 150 millions d'années, les dinosaures ont régné sur la Terre. Et il n'y avait pas de raison pourquoi ils disparaissent. Alors pourquoi ils sont disparus? Par un événement complètement aléatoire. Le fait qu'un météorite, un astéroïde, s'est écrasé sur la Terre, de la taille d'une dizaine de kilomètres, un peu la taille du mont Everest. Mais il suffisait que, et c'est alors que les premiers, pas marsupiaux, nos ancêtres lointains, les lémuriens, qui vivaient dans l'ombre des dinosaures jusque-là, ont pu s'émanciper. Mais si cet astéroïde avait raté son rendez-vous avec la Terre, s'il avait passé 2 heures plus tard, ce qui n'est rien par rapport aux échelles cosmiques, les dinosaures seraient probablement encore là. Et aucun des êtres supérieurs, des animaux d'aujourd'hui et l'homme ne serait émancipé pour arriver à notre civilisation. Parfois, ça tient à très peu de choses. Et il y a plein d'autres effets comme ça dans l'évolution biologique. Donc, c'est pour ça que les biologistes sont très sceptiques
il pense que même si ailleurs il y a les mêmes conditions physiques sur la Terre, même si on trouve des planètes dans la zone habitable, même s'il s'avère qu'il y a de l'eau liquide à la surface de ces planètes, rien n'implique que la vie telle qu'on la connaît, et surtout l'évolution vers des êtres intelligents, doit forcément suivre. Ça reste à prouver. Bon, et je vais donc résumer et terminer. Alors on peut se demander où sont-ils. Il y a 3 grandes classes, il y a énormément de réponses. Je vous assure, il y a un livre qui est sorti il y a une dizaine d'années qui proposait 50 réponses au paradoxe de Fermi. Il a été réédité en 2016, je crois, 75 réponses au paradoxe de Fermi. Donc, vous pouvez donner votre réponse à vous, si vous voulez. Mais en gros, on peut les classer en 3 grandes catégories. Il y en a qui disent, où sont-ils? Ils sont ici. Ils pensent qu'ils ou leurs sondes sont venus par le passé, ils ont observé ou même créé nos ancêtres. Pour ceux d'entre vous qui ont vu le célèbre film de Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, vous imaginez ces monolithes qui arrivent sur Terre et qui infusent un peu l'intelligence aux australopithèques. Ça, c'est l'idée, les conceptions de Clarke, effectivement. Ils pensent qu'ils ont probablement laissé leurs sondes sur Terre. Dans le cas de 2001, c'est les monolithes qu'ils avaient enfouis dans la Lune et que les humains les trouvent quand ils arrivent sur la Lune. Ou quelque part dans le système solaire, et il faudrait chercher mieux dans notre système solaire pour trouver leurs traces. Ça, c'est la première classe de réponse. La deuxième classe de réponse, c'est qu'ils sont là-bas, ils existent donc, mais... Et là, il y a plein d'astérisques. Mais, alors, mais quoi? Mais ils ne désirent pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres intérêts, parce qu'ils évoluent vers une autre forme de spiritualité, un peu comme le lama au Tibet. Ils ne s'intéressent pas au monde extérieur. Peut-être qu'ils sont absorbés dans un monde des jeux vidéo. Ça pourrait être notre cas aussi. Si vous pouvez tout faire avec vos jeux vidéo, vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs. C'est tout aussi excitant, du moins pour... certaines fractions de la population. Ou alors, ils existent, et ils s'intéressent bien sûr, mais ils ne se manifestent pas. Pourquoi? Comme disait Tsiolkovsky, peut-être qu'ils attendent à ce qu'on grandisse, qu'on mûrisse nous-mêmes pour les joindre et avoir notre propre contribution. C'est l'hypothèse des eaux cosmiques. C'était un autre astronome américain, John Ball, qui disait qu'il nous observe de loin, un peu comme nous, on observe... dans nos parcs zoologiques des animaux inférieurs et on essaye de comprendre leur comportement, peut-être qu'ils nous observent à distance. Ou alors, ils sont très rares et ils n'ont pas le temps d'arriver jusqu'ici, ou ils ne peuvent pas simplement, c'est-à-dire ils se répandent un peu dans la galaxie mais ils n'ont pas le temps d'aller assez loin, ils sont détruits. Ou alors, l'expansion interstellaire n'est pas rapide ou il est impossible. Alors, ces réponses-là, la première classe est de sociologique, la deuxième classe est de nature biologique, et la troisième seulement, la difficulté de voyage interstellaire, c'est de nature physique. Moi, je suis qu'un astronome, un physicien donc de formation, je ne peux que, effectivement, répondre sur le voyage interstellaire. Ils sont très difficiles, mais pas impossibles, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors maintenant, les questions sociologiques, ils ne veulent pas, ils veulent nous étudier, etc., ça... On n'a pas découvert des extraterrestres, on ne peut pas faire de la sociologie extraterrestre pour l'instant. Et finalement, la troisième classe de réponse, c'est qu'ils sont nulle part. Et nous sommes seuls. Mais à nouveau, je répète ce que j'ai dit au départ, seul aujourd'hui, ça ne veut pas dire seul depuis toujours. Peut-être qu'il y a eu d'autres qui sont disparus depuis. Nous sommes peut-être seuls pour les derniers quelques millions d'années, peut-être pour des millions d'années plus tard. Mais il y a des dizaines de millions d'années, du temps des dinosaures, peut-être qu'ils existaient ailleurs dans l'univers. On ne le saura jamais. Donc voilà, j'ai essayé de vous présenter cette problématique. Et puis, on est là, aujourd'hui, on peut se demander, sont-ils, effectivement, c'est une question ancestrale, est-ce qu'on aura un jour la réponse? Personne ne le sait. Mais je pense que c'est un beau sujet de réflexion pour nous-mêmes et je vous remercie pour votre attention.
Bonsoir, merci pour cette conférence. Je reviens sur la question des exoplanètes et de leur étude. Vous avez dit qu'il va bientôt y avoir des satellites qui vont mesurer leur atmosphère. Mais est-ce qu'il y a un moyen à cette distance de mesurer leur champ magnétique, qui est lui aussi indispensable à l'existence de la vie sur une planète? On peut mesurer les champs magnétiques des étoiles, bien sûr. Pour les exoplanètes, c'est beaucoup plus difficile. C'est une question d'intensité. Mais pour l'instant, il n'y a pas de projet, si vous voulez. Mais ce n'est pas complètement irréaliste, parce que ce qu'on voit pour mesurer les champs magnétiques, ce n'est pas d'envoyer un magnétomètre, c'est la polarisation de la lumière. Les champs magnétiques affectent une des propriétés de la lumière. Donc si on a assez de lumière, si on a des télescopes assez gros, il est possible effectivement de voir s'il y a un champ magnétique même faible. Donc oui, la réponse est oui à la question. J'ai une question sur la colonisation de l'espace, parce que tout à l'heure vous avez montré comme un peu équivalent la colonisation du Pacifique, mais pour passer dans le Pacifique, pour passer d'une île à l'autre, il fallait une dizaine de jours ou un mois de vie humaine, et se dire allez, je vais voyager pendant un mois et puis après je ferai le reste de ma vie là-bas, c'est envisageable. Par contre, là, l'île la plus proche, elle est à plusieurs centaines d'années de voyage, quoi. Donc ça donne pas envie d'aller coloniser, en fait. Ouais. Donc même si c'est physiquement possible, ça me paraît quand même... Il est possible qu'il y ait une limite physico-biologique qui fait que même si c'est physiquement possible de voyager, en fait, personne n'a envie de le faire, quoi. Oui, je ne peux pas dire non, hein, vous avez raison, mais je ne sais pas si vous avez 100% raison. Parce que ce qui a poussé ces gens de le faire dans les îles du Pacifique, ce n'était pas seulement le fait que c'était pour une durée... D'ailleurs, le premier qui partait, il ne savait pas à quelle distance il trouvait. Il ne faut pas croire qu'il voyait l'île à côté. Il s'est lancé dans l'océan. Pourquoi il s'est lancé? Il y en a plein qui sont péris. C'est ça, on le sait. Pourquoi il s'est lancé? Pour des tas de raisons. Parce qu'il y avait des guerres, parce qu'il y avait des famines, parce qu'il voulait s'échapper, pour des tas de raisons. Impératif. Et donc, est-ce que l'humanité sera obligée de le faire? Est-ce que ce sera la recherche de nouvelles ressources, effectivement, qu'on n'aura pas dans notre système solaire? Vous avez mentionné les problèmes, effectivement, des limites physico-biologiques. Oui, pour l'instant, ils existent. Mais est-ce qu'ils existeront pour toujours? Il y a 2 siècles, il y avait une limite évidente physico-biologique pour voler dans l'air. C'était impossible. On rêvait depuis longtemps de voler. Hein? L'homme, depuis longtemps, voulait monter dans l'air, voler comme les oiseaux. Mais on ne pouvait pas le faire. Et la technologie l'a fait pour nous. Donc oui, pour l'instant, ça semble être effectivement un énorme problème. La durée de vie. Bon, il y a 30 ans, on vivait, je ne sais pas, mais il y a un siècle, on vivait 40 ans, 50 ans, maintenant c'est 80. Il y a une limite, on le sait, biologique, mais est-ce qu'on peut imaginer des organismes artificiellement? Je ne sais pas ce que va faire la biotechnologie pour nous. Est-ce que cette limite sera toujours 120 ans? Est-ce qu'on pourra remplacer petit à petit tous nos organes et arriver à vivre 1 millier d'années? C'est très difficile. Et puis, pas seulement... Si c'est difficile d'imaginer notre évolution, c'est encore plus difficile d'imaginer ce qu'ils ont pu avoir comme évolution, surtout sur les étoiles, sont nées des millions, des milliards d'années avant le Soleil. Ils ont tout le temps de faire énormément de choses, et ça ne sert à rien d'imaginer. Bien sûr, les auteurs de science-fiction imaginent des tas de choses. Je ne sais pas répondre. C'est des bons points, mais je ne sais pas. Je reviens à la question de comment vous cherchez pour la vie ailleurs. Et je me dis, vous fixez l'idée que l'eau forme la vie, mais peut-être que d'autres substances qui sont sur Terre pourraient former la vie sur d'autres planètes, et que donc du coup vous pourriez les utiliser pour faire des recherches pour d'autres vies aussi. Non, il n'y a pas d'autres substances sur Terre qui peuvent jouer le rôle de l'eau. L'eau, c'est un solvant avec des propriétés extraordinaires. Et il n'y a pas d'équivalent sur Terre. La seule autre substance qui pourrait fonctionner, et on a imaginé qu'il pourrait fonctionner, donc être liquide, mais pas dans les conditions terrestres, mais dans des conditions de grand froid, pour les planètes comme Jupiter, etc., c'est
L'ammoniac peut devenir liquide aussi, mais la température est place. Et il peut servir comme solvant, pas tellement de substances organiques qui ont du carbone, mais les seuls autres éléments... Oui, c'est une grosse discussion biologique là. Tout ce que nous sommes composés des tissus, tout ce qu'on a sur notre corps, c'est des substances organiques. Organique, ça veut dire qu'il y a du carbone. Et le carbone, c'est un élément qui a la capacité d'avoir beaucoup de liaisons avec d'autres éléments. Ça fait des macromolécules. Le seul autre élément qui est capable de faire ça, mais pas au niveau du carbone, c'est le silicium. C'est plus rigide quand même. On ne peut pas imaginer une forme de vie basée sur le silicium, très compliquée. Mais il y a des gens qui ont imaginé. Alors, dans ce cas-là, l'ammoniac, ce serait un bon solvant pour le silicium. Alors, maintenant, si vous me demandez pourquoi vous n'imaginez pas d'autres... Ben si, on peut imaginer, mais à quoi ça va servir? On ne connaît aucune forme de vie, le silicium. Il faudra d'abord la construire. Et en quoi ça va nous aider de chercher quelque chose qu'on ne sait pas si ça sert, si ça a vraiment servi? Comme je l'ai dit, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que vous pouvez imaginer autre chose? Et la réponse est oui, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer qu'il y a sur une planète des éléphants roses avec 5 pattes. Ben, en quoi ça nous avancerait ces raisonnements? Pas grand-chose. Vous avez montré le paradoxe de Fermi, qui a une formule avec beaucoup de critères. Moi, je voulais parler du critère de la durée de vie d'une civilisation. Et je vais faire un petit clin d'œil au dernier film à succès sur Netflix, du coup. Est-ce que vous ne pensez pas que plus une civilisation... Excusez-moi, je ne sais pas quel est le dernier film à succès sur Netflix. Don't Look Up. Pardon? Don't Look Up. Le film avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence. Je vois ce que vous dites. Oui, okay. Donc moi, je voulais savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'une civilisation peut acquérir suffisamment de technologie sans détruire son écosystème? Et c'est pas une raison aussi pour laquelle une civilisation ne dure pas assez longtemps pour arriver à coloniser une grande partie de la galaxie? Et d'ailleurs, je vous rappelle que on n'est pas sûr, mais il y a beaucoup qui ont écrit que Fermi, c'est ça qu'il avait en tête. C'est-à-dire, il pensait... Il ne faut pas oublier qu'en 1950, quand il a proposé son paradoxe, c'était le début de la guerre froide. Et on venait de découvrir l'arme atomique. Et il y avait, pendant les années 50 et 60, une peur concernant un holocauste nucléaire qui mettrait fin à notre civilisation. Et il y avait beaucoup de gens qui pensaient effectivement que au moment même où une civilisation technologique devient assez avancée pour affronter le voyage interstellaire et s'expand dans la galaxie, au même moment, il commence à comprendre les secrets de l'atome, mais il n'arrive pas à maîtriser et il disparaît. On peut le remplacer par les armes biologiques, si vous voulez. C'est le même raisonnement. Mais oui, c'est une possibilité. Alors, même si c'est un danger quand même, un risque qui est visible pour notre propre civilisation, est-ce que ça veut dire que toutes les civilisations sont obligées de passer par là? C'est très difficile de faire cette extrapolation. Mais en tout cas, oui, c'est une problématique. C'est pour ça, si je peux faire une petite parenthèse là, je pense que, je sais que beaucoup d'entre vous trouvaient ces sujets assez attrayants, mais un des attraits de ces sujets, c'est justement le fait qu'ils nous fait réfléchir sur nous-mêmes. Ce n'est pas uniquement les autres, là, qu'est-ce qu'ils font là, à l'extérieur. C'est nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait ici-bas? Comment, justement, on affronte tous ces problèmes, notre développement, que ce soit écologique, que ce soit armes atomiques, guerriers, etc. Et c'est une sorte de miroir qu'on tend vers nous-mêmes, et je pense que c'est une réflexion assez utile quand même, de toutes les manières. Peu importe la réponse, qu'à mon avis, on ne le saura pas avant très très longtemps. Tout à l'heure, vous nous avez présenté des simulations en fonction de la durée de vie, la durée d'expansion des civilisations, mais donc une civilisation technologique utiliserait des ondes radio qui, pour le coup, elles se propagent à la vitesse de la lumière, donc beaucoup plus rapidement, et qui par contre se diluent et deviennent de plus en plus difficilement détectables. Et est-ce qu'avec les ondes radio et la puissance d'émission, on a fait d'autres simulations, et qu'est-ce qu'elles montrent? Mais attendez, les ondes radio on cherche des ondes radio qui sont émises par des civilisations qui sont sur une planète, qui ne bougent pas. Donc, ce que j'ai montré comme simulation, c'est des civilisations qui bougent, effectivement, qui se répandent autour d'elles-mêmes,
pas par des ondes radio, mais par des vaisseaux, à une certaine vitesse qui est nécessairement inférieure à la vitesse de la lumière. C'est ce que j'ai montré. Et donc, vous voulez dire que ces civilisations devraient aussi émettre des ondes radio? Oui, pourquoi pas, mais ça ne change pas forcément les problèmes. Le paradoxe de Fermi concerne les civilisations. Pourquoi on ne le voit pas ici? Pourquoi ils ne sont pas arrivés jusqu'ici? C'est ça le paradoxe de Fermi. L'émission des ondes radio, c'est une autre chose. On pourrait peut-être le mettre sous cette forme-là, mais il y a d'autres petites complications. L'intensité des ondes électromagnétiques en général, pas seulement radio, décroît avec le carré de la distance. Donc il faut émettre pendant des milliers de... Si vous voulez reprendre ce que j'ai montré comme figure là, avec la galaxie et les petites taches plus ou moins grosses, il faut imaginer, dans le cas de voyages interstellaires, que la civilisation continue à avancer pendant tout ce temps. Dans l'autre cas de l'émission de signaux radio, qu'il continue à émettre continuellement pendant 100 000 ans dans toutes les directions des ondes radio, ce qui suppose d'énormes quantités d'énergie. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, c'est clair que les ondes radio vont 1000 fois plus vite que ce que j'ai montré ici. J'avais pris 1/1000 de la vitesse de la lumière. Donc, oui, on pourrait. Mais en revanche, les ondes radio, ils passent à travers la galaxie et dans 100 000 ans, ils la traversent complètement. Il faudra qu'il y ait d'autres qui les remplacent, etc. Oui. J'ai 2 points que je n'ai pas bien compris. Sur le paradoxe de Fermi, pourquoi il n'a pas posé l'hypothèse qu'ils avaient peut-être juste pas envie de venir parce que, en fait, peut-être qu'ils se sont dit qu'on était déjà en place et que pour eux, c'était plus pertinent d'aller voir ailleurs. Et je n'ai pas la réponse. Et le deuxième point que je n'ai pas compris... Vous n'avez pas de réponse? Ah, ben alors... c'est peut-être lié à la formule de Drakkar, enfin, j'ai pas bien retenu le nom. J'ai essayé pourtant de... Bon, je vais vous le rappeler effectivement parce que peut-être je suis passé trop vite. Voilà. Donc, une des hypothèses sous-jacentes, c'est que, pour constituer un paradoxe, effectivement, c'est que notre civilisation est typique. Qu'est-ce que ça veut dire typique? Elle n'est pas la plus avancée déjà, et puis on n'est pas les seuls désirant explorer et communiquer. Oui, bien sûr. Mais dans ce cas-là, il faudra faire l'hypothèse que si les autres ne s'intéressent pas à nous, comme vous dites, nous, qui nous intéressons aux autres, nous sommes un peu bizarres, des frics. Or, l'hypothèse de base de tout ça, c'est que nous n'avons rien de spécial. C'est de là où on est parti. On s'est dit que nous, on est là-bas, mais dans la galaxie, il doit y avoir plein comme nous. Alors, si on change la signification de « comme nous », parce que « comme nous », qu'est-ce que ça veut dire? Des êtres qui essayent d'apprendre leur environnement et de le comprendre. Si on décrète que les autres n'appartiennent pas à notre catégorie, d'accord, on comprend le paradoxe de Fermi, mais il faut expliquer pourquoi alors nous, on est spéciaux. Et ma deuxième question rejoint la question de la personne qui est devant moi. C'est, de ce que j'ai compris, vous avez étudié les ondes, mais l'oreille humaine est en capacité d'entendre que certaines choses. Est-ce que, du coup, c'est le bon axe d'analyse pour entendre? C'est des ondes électromagnétiques dont on parle, c'est des signaux radio, mais ce n'est pas des signaux qu'on entend avec notre oreille. C'est des signaux que nos radiotélescopes captent. C'est ce genre de fréquences, ce n'est pas des infrasons, c'est pas de... ça n'a rien à voir avec le sonon et l'oreille humaine. Dans le modèle des exoplanètes habitables, vous y avez écrit que les planètes devaient être autour d'une étoile de type solaire, dans la zone habitable et tellurique. Vous nous avez parlé de super-Terre qui serait équivalente à la Terre, mais avec des masses, si je me souviens bien, de 20 à 200 fois la taille. Oui, 2-3 fois maximum la masse de la Terre, oui. Ok. Du coup, je me posais la question, mais j'avais mal retenu l'ordre de grandeur, qui était de savoir si des planètes beaucoup plus grandes, de fait de leur gravité, pouvaient quand même être propices à la vie, ou si le champ, ou si la gravité plus importante était un obstacle. Mais j'avais compris 20 fois plus. Donc non, pas 20 fois plus, c'est Neptune, qui est déjà assez grosse. Donc, des planètes 20 fois plus grosses que la Terre, de toute évidence, ne seraient pas rocheuses. Mais 2-3 fois la Terre, c'est une classe de planètes, exoplanètes, qu'on considère très intéressante quand même, justement parce qu'il n'y en a pas dans notre système solaire.
Dans notre système solaire, il y a les petites. La Terre est la plus grosse parmi les petites. Donc Mercure, Vénus, Terre et Mars. Donc c'est la Terre qui est la plus grosse. Et après, on fait un bond de 20, un facteur 20 pour arriver à Neptune et Uranus. Et encore un bond de 5 à 6 pour arriver à Saturne et Jupiter. Donc cette catégorie de planètes intermédiaires qu'on a découvert pour la première fois en regardant les exoplanètes, ça représente beaucoup d'intérêt. Alors est-ce qu'elle est intéressante pour la vie? On ne sait pas. C'est une question très intéressante, effectivement. Donc on va remercier encore une fois Monsieur Brandt. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Sciences et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Sciences. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.